Yasmine Abdel-Fadel. Le 11 novembre arrive à grands pas et c'est aussi l'occasion de se rappeler de nos vétérans, des vétérans qui ont sacrifié plusieurs de leurs années, certains même de leur vie, pour lutter pour notre démocratie, pour défendre les valeurs démocratiques. On en parle avec Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et professeur à l'Université Sherbrooke. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour, Madame Abdel-Fadel. On parle des vétérans et une fois par année, le 11 novembre, évidemment, on porte le coquelicot pour pouvoir les honorer. Mais il faudra plus qu'une journée dans l'année pour honorer les vétérans et honorer les anciens combattants. Est-ce que vous trouvez que le Canada traite bien ses vétérans et ses anciens combattants? C'est une bonne question. Définitivement, le Canada fait son possible pour essayer de bien traiter les vétérans. Mais malheureusement, on a vu qu'au cours des années, il y a eu une certaine dégradation des services. On a cherché à remplacer ce qui existait autrefois. Et puis, selon moi, on a fait des efforts qui sont louables, mais il y a encore du progrès à faire. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est qu'il faudrait que chaque individu qui fait une demande d'aide aux anciens combattants, que ce soit personnifié. Un peu comme on demande au Québec que chaque citoyen ait son médecin de famille, il faudrait que ce soit la même chose aussi. C'est que lorsque le vétéran appelle, on l'envoie à la personne qui s'occupe de son dossier. Il faut réaliser que faire une demande, c'est pas juste un coup de téléphone. Des fois, c'est plusieurs coups de téléphone. Et puis, lorsque c'est pas personnalisé, faut répéter son histoire. Et puis, tout souvent, des fois, il y a certaines personnes qui ont de la difficulté avec ça, qui n'ont peut-être pas la volubilité requise pour être capable de répondre à toutes ces questions-là. Puis d'autres personnes aussi, stabilité mentale, l'individu qui est en dépression, qui a des idées suicidaires, qui affronte un stress post-traumatique, c'est pas toujours évident d'avoir à raconter son histoire à diverses personnes lorsque finalement on a besoin d'aide. Fait que grosso modo, c'est un peu ça. C'est sûr qu'il y a certains bénéfices qui ont été augmentés. On a décidé de changer l'idée de donner un montant forfaitaire lorsque les gens font application. On s'est aperçu que c'était pas approprié, surtout auprès des plus jeunes. Et puis, qui a sans doute contribué aussi au fait que il y a de l'itinérance, entre autres, de plus en plus de vétérans. On va en parler de l'itinérance, mais avant ça, j'ai envie de vous poser une question que je me pose depuis personnellement plusieurs années. On voit la manière avec laquelle, par exemple, nos voisins du Sud, là, même la population, là, individuellement, a un respect profond pour leurs anciens combattants, les vétérans. Ils ont comme un statut particulier où on le voit partout, là, tu sais, « Thank you for your service », là, ça fait partie une des phrases qu'utilise la population elle-même au quotidien pour honorer leurs anciens combattants. Pourquoi nous, comme Canadiens, puis là, je parle même pas du gouvernement, je parle de la population, on est moins attachés au sacrifice de nos anciens combattants que le sont, par exemple, les Américains? Avez-vous une couple d'heures? Quelques minutes? Non, l'histoire est plus profonde. Il y a diverses racines. Faut pas oublier que les Américains, c'est avec les forces armées qui sont devenus indépendants. Nous, au Canada, on n'a pas eu besoin, je veux dire, effectivement, d'avoir une armée pour trouver notre indépendance. L'autre chose aussi, c'est une question de publicité, puis une question de ce que le gouvernement veut faire aussi avec ses forces. Moi, ce que je me dis, c'est que lorsque vous écoutez une nouvelle américaine, que ce soit les démocrates ou les républicains, on parle toujours en fierté des forces armées canadiennes, des forces américaines. C'est pas souvent le cas chez nous. Les gens ont oublié, entre autres, on célèbre le 75e anniversaire des missions de paix demain. On a oublié que 140 militaires qui sont décédés lors des 60 opérations auxquelles on a été impliqués avec les missions de paix. On oublie que durant toute la guerre froide, il y a plus de 40 000 militaires avec leurs familles qui ont servi à l'étranger. On oublie que les gens, je veux dire, à la guerre de Corée, il y a plusieurs centaines de soldats qui sont décédés. Il semble que on est fiers de nos Canadiens lorsqu'on les voit nous assister durant la crise du verglas, durant les inondations, durant la pandémie. On les voit. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est les mêmes gens qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai participé à la Bosnie, puis j'ai vu avec ce qui différencie le soldat canadien des autres soldats, je veux dire, on a une empathie qui est incroyable.
on fait pas partie d'une grande puissance, on n'a pas des vues impérialistes, donc on nous regarde d'une façon différente. Et puis chaque Canadien qui est dans ces missions-là, ben, c'est un ambassadeur pour le Canada. Les gens sont fiers de servir, et puis les gens qui nous accueillent aussi ou qu'on aide dans des situations difficiles le comprennent qu'on le fait avec des intentions qui sont pas impérialistes. Je trouve ça de valeur qu'on n'est pas en mesure de mettre ça plus souvent à l'évidence. Et puis, entre autres, je regarde juste au Québec, au niveau de l'ensemble des provinces du Canada, et puis au niveau du gouvernement fédéral, le 11 novembre, excusez, c'est un jour férié. Ça ne l'est pas au Québec. Ça fait que déjà là, je veux dire, on semble dire que les militaires, bon, ben, c'est des gens qu'on emploie pour aller faire la guerre, et puis ceux qui vont faire la guerre, ben, souvent, c'est peut-être des gens qui sont pas instruits, ont des habilités différentes. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie qui est là, c'est des gens instruits qu'on a, c'est des gens, c'est des personnes spécialisées, là. Langues, puis c'est des gens qui ont à cœur surtout d'être au service. Puis c'est ça qu'on oublie. C'est qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est au service. Monsieur Landry, vous avez dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Vous avez dit ce sont des ambassadeurs là, à l'étranger. Là, ils sont respectés parce qu'on n'a pas de passé colonial, puis on est respectés pour ce que nous sommes. Quel pays accepterait que ces ambassadeurs ou ces ex-ambassadeurs soient dans l'itinérance? Bon, ben, dans un premier temps, je dois avouer que ce serait difficile de dire qu'on n'en a pas, là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on devrait être capable d'avoir un programme pour limiter, OK? Autrement dit, d'avoir des gens qui travaillent dans la rue pour expliquer à ces anciens combattants-là qui ont accès à certains services. Et puis c'est ça qui manque présentement. Puis je crois que la nouvelle ministre des anciens combattants, Madame Petitpas, je crois. Oui, Ginette Petitpas-Taylor. S'est engagée éventuellement à faire quelque chose dans ce genre-là. Mais l'itinérance, il y en aura toujours. Mais comme je vous dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des programmes en place pour limiter, puis surtout lorsque vient le temps de trouver des logements pour ces gens-là, d'être en mesure de pouvoir leur fournir le logement de base. Puis d'ailleurs, c'est un problème de société, c'est pas juste un problème chez les vétérans. Mais chez les vétérans, on sait que certains vétérans reviennent aussi avec certaines séquelles, des fois physiques, mais aussi souvent psychologiques. L'accompagnement qui vient avec ces séquelles, notamment psychologiques, les troubles de choc post-traumatique, par exemple, est-ce que... puis on sait que ça prend des fois plusieurs années avant que les symptômes fassent leur apparition et se retrouver dans une détresse psychologique qui peut amener à de l'itinérance. Est-ce qu'il y a de la manière, comment on fait dans les forces armées canadiennes et au ministère des Anciens combattants pour suivre ces personnes qui reviennent des combats et s'assurer plusieurs années après leur retour à ce qu'ils aillent bien pour prévenir l'itinérance plutôt que de devoir ensuite lutter contre l'itinérance? Il y a beaucoup de prévention qui se fait actuellement. Ça, je dois l'avouer, au sein des forces armées canadiennes, il y a énormément de prévention qui se fait pour... dans un premier temps, faire comprendre aux gens que subir un stress post-traumatique, c'est pas une faiblesse de caractère. Absolument pas. C'est pas quelqu'un qui est plus fragile ou c'est pas quelqu'un qui est moins soldat qu'un autre. Donc, il y a énormément d'efforts de fait pour normaliser cette situation-là. Souvent, le problème lorsqu'il va arriver après, lorsqu'on est sorti des forces, c'est que ça va commencer peut-être par un abus d'alcool, parce qu'on va chercher, je veux dire, à trouver un endroit où on peut se sentir mieux, avec la violence aussi. Et puis c'est par la suite, éventuellement, qu'on va peut-être cogner à des portes. Actuellement, il y a une ligne ouverte au niveau des vétérans pour répondre à ces gens-là, pour être capable de les prendre en charge, ou du moins de les envoyer vers des organismes qui vont être en mesure de pouvoir pleinement les aider. Ça fait que ceux qui sont en besoin, il y a une ligne qui existe. Mais comme je vous dis, souvent, des fois, l'itinérant a peut-être pas accès à ces ressources-là, peut-être pas accès à cette information-là. Et puis, la façon simple, c'est de s'assurer que nos aidants, les travailleurs de rue, soient conscients de ces informations-là, de façon à pouvoir les aiguiller vers la bonne ressource ou les aider. Je pense que souvent, ces gens-là, c'est pas juste les aiguiller, il faut les prendre par la main pour éventuellement cogner à la bonne porte avec eux. Avant de vous laisser aller, M. Landry, on est à la veille du, évidemment, 11 novembre, mais
comment aujourd'hui on peut intéresser les jeunes à s'enrôler, à faire partie des forces armées canadiennes? Parce que, disons que notre armée est la mauvaise presse, pas d'équipement, des problèmes en matière de ressources humaines. C'est pas très excitant, là. On est loin des campagnes de sensibilisation, de recrutement des Américains, par exemple. Pourquoi aujourd'hui un jeune regarderait les forces armées canadiennes et dit, ben, je vais faire quoi avec ça? Ben, dans un premier temps, c'est une occasion fantastique d'être au service. Dans un deuxième temps, je veux dire, on offre des carrières dans des domaines qui sont très connexes à ce qu'on trouve du côté civil. En plus, c'est probablement le seul endroit où on fait l'apprentissage du leadership. Le leadership responsable, imputable. C'est des gens, je veux dire, qu'on a besoin dans notre communauté. Et puis, comme je vous dis, c'est qu'il y a un sens du communautaire qui est développé du côté militaire. On est au service de... C'est quelque chose qui manque, comme vous le savez, je veux dire, dans nos sociétés. On est des sociétés formées d'individus et puis le mot communautaire n'est pas toujours présent. Alors que c'est quelque chose qui est valorisé au sein des forces, puis c'est quelque chose qu'on a de besoin. Ça fait que les gens qui veulent être au service, qui veulent faire une expérience qui est probablement hors du commun, bon, ben, ils peuvent être au service de leur pays avec une équipe d'individus comme eux. Et puis oui, il y a certains problèmes, mais je peux vous dire que les problèmes qu'on a au sein des forces, je vais être honnête envers vous, c'est des problèmes qu'on trouve dans notre société aussi. Parce que nos gens, je veux dire, on les recrute à partir de la société. Et puis souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a divers types de militaires. Il y a des militaires à temps plein, puis il y a des militaires à temps partiel. Et puis souvent, ben, on les catégorie comme étant le même type d'individu. Donc, il faudrait mieux connaître les roulements de nos militaires et puis regarder dans les armées américaines, dans les armées en Europe, le problème sexuel n'est pas unique aux forces armées canadiennes. Il n'est pas unique. Je dois vous dire que depuis 5 ans, il y a énormément, je veux dire, de travail qui se fait. Je parle régulièrement à des anciens collègues. Il y a du travail qui se fait. Actuellement, je suis très proche du Collège militaire royal de Saint-Jean. Et je peux vous dire que lorsqu'on pose ces questions-là aux jeunes, ça leur passe par-dessus la tête parce qu'ils n'en ont pas de problème à leur niveau. Okay. Culturellement, je veux dire, ils sont habitués de travailler avec des femmes et puis le côté respect est omniprésent chez eux. Mais il y aura toujours des exceptions, comme il y a toujours des criminels dans notre société, peu importe ce qu'on fait. Là. Monsieur Landry, vous êtes lieutenant-colonel à la retraite et professeur à l'Université Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, madame. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.